très content d'avoir passé une après-midi avec toi. Maintenant, nous allons aborder des choses sérieuses. Oui. Écrivain, tu es. Oui. Après avoir été gouverneur, avocat, enfin ça, mais tout le monde connaît déjà un petit peu ton passé prestigieux. Mais c'est surtout au niveau de l'écriture que nous allons parler. Tu as commencé par une pièce de théâtre. Oui, c'est ça. J'ai commencé par écrire le gouverneur oublié, qui m'a été inspiré par l'histoire d'un gouverneur de la province de Luxembourg, qui a été nommé au début de la guerre avec l'aval des Allemands, qui a donc été considéré d'une certaine manière comme collaborateur, en tout cas par une partie de l'opinion, qui du reste a négocié avec l'ennemi dans des circonstances parfois un peu douteuses, mais qui a tout de même terminé sa vie dans un camp de concentration où il a été assassiné par les communistes à Buchenwald, pour citer ce camp. J'ai d'ailleurs appris à l'occasion de la documentation que j'ai dû me fournir pour écrire cette pièce de théâtre, que le camp de concentration de Buchenwald était en fait géré par les communistes. Certes, la superstructure était nazie, mais l'organisation du camp l'était par cette obédience politique qui avait ses propres tribunaux, voilà, ses hommes de main. Et donc ce gouverneur est mort là-bas dans ce camp de concentration. Et c'est donc cette histoire que j'ai voulu expliquer au travers d'une pièce de théâtre qui a été jouée à plusieurs reprises dans la province de Luxembourg. Et pour aller vite, et je resterai là, je n'ai pas voulu rencontrer la famille de ce gouverneur, qui est une famille très connue ici dans notre pays, pour ne pas être influencé. Parce que le personnage était un personnage ambigu. Et je me souviens, lors de la première, j'avais invité la famille tout de même, et à la fin de la représentation, il y a une petite dame qui s'est levée dans l'assemblée, une religieuse. Et elle m'a dit, monsieur, vous avez parfaitement rendu le caractère et le tempérament de mon père. C'était donc la fille de ce gouverneur qui était devenue religieuse, et j'ai eu une forme de soulagement tout de même, parce que je n'en disais pas que du bien. Tout en n'en disant pas non plus du mal, j'avais situé le personnage dans toute son ambiguïté des destins, comme on en a connu beaucoup tout de même pendant la guerre auprès des responsables politiques ou économiques. C'était la théorie du moindre mal. On cherchait à négocier avec l'occupant pour éviter des ennuis plus graves à la population. Comment se met-on à l'écriture d'une pièce de théâtre? C'était une première pour toi de toute façon. Oui, c'était une première, et en fait j'avais été très interpellé parce que dans la salle du conseil provincial, lorsque j'assistais aux séances du conseil provincial de la province de Luxembourg, il faut bien dire qu'il y a des moments qui sont, disons, moins intéressants que d'autres, et il y avait donc le tableau des gouverneurs dont le nom est scellé dans le cuivre, et je me suis aperçu qu'il y avait un hiatus. Il manquait un gouverneur à une époque donnée. C'est ainsi que je me suis intéressé au personnage. J'avais fait du théâtre quand j'étais plus jeune, ça c'était important. Dans le collège où j'étais interne, revenant chez moi qu'une fois toutes les 3 semaines, 24 heures, donc le théâtre était un dérivatif important. Et lorsque cette histoire m'a en quelque sorte inspiré, j'ai trouvé que la formule la plus intéressante pour la mettre en valeur était l'écriture théâtrale. D'accord. Alors j'ai un petit cadeau, une petite surprise de la part d'un ami qui vient d'écrire justement aussi une pièce de théâtre, Arsenic et Eczéma. C'est la pièce d'Alain Cadéot, que je te laisserai, qui est dédicacée à ton nom. Ah, ça c'est formidable. Voilà, je t'en avais parlé. C'est avec un grand plaisir que je te remets. Eh bien, je t'en avais parlé, et je suis vraiment très intéressé par le théâtre et par... je vais prendre connaissance évidemment et lire avec beaucoup d'attention l'écriture de Cadéot, que je connais comme romancier.
parce que écrire pour un roman ou écrire pour le théâtre, ce n'est pas du tout la même écriture. Et donc je voudrais voir comment, si je puis dire, cet auteur qui a un talent immense, réalise cette adéquation au niveau de l'écriture. Comment il passe de l'un à l'autre. Voilà, donc merci Willy. Non, ce n'est pas sa première pièce, genre, Oui. il en a sorti d'autres. Je pense que je t'avais communiqué un lien Oui, concernant d'autres pièces. oui. Mais voilà, ce sera une Non, ça, découverte à faire. Et je ça, serais très curieux d'avoir un petit peu Je ton te- œil critique sur l'écriture. Tu as maintenant un second ouvrage. Le premier ouvrage qui est derrière nous, donc c'est le Cahier Orange, Oui. qui date d'il y a 2 ans maintenant, Oui. donc aux éditions Wierich dans la collection Plume du Coq. Oui. Et vient de sortir il y a quelques semaines un nouvel ouvrage dont tu vas nous parler. Mais d'où est venue l'idée d'aborder maintenant l'histoire de cette famille sur une centaine d'années? Pour dire la vérité, j'étais en train d'écrire la suite du Cahier Orange. D'accord. Et puis, une réminiscence qui vient de je ne sais où m'a fait penser à une femme handicapée et qui souffrait d'un pied-bot, en fait, et que j'avais rencontré, croisé à plusieurs reprises sur les chemins de l'Ardenne, et ça m'a, oserais-je dire, illuminé. Je me suis dit, mais il faut que tu te saisisses de ce sujet. Et j'ai abandonné ce que j'étais en train d'écrire pour me lancer à corps perdu, si je puis dire, dans l'histoire de cette personne, de cette famille, en situant le début de l'intrigue dans le berceau natal de ma famille, donc ce petit village qui s'appelle Sterpini. Et donc l'héroïne, la première héroïne s'appelle d'ailleurs Héloïse de Sterpini. Voilà comment l'histoire a démarré. C'est un espèce de flash autour duquel j'ai voulu construire ce roman, qui est une saga en fait, familiale, puisque elle s'étend pratiquement sur un siècle. Il faut dire qu'à cette époque-là, donc, on va démarrer, les futures mamans, les futures mères accouchaient bien souvent à la maison. Elle accouchait, oui, et assez curieusement, les personnes de milieu aisé, donc on est après la guerre de 14, puisque le début de l'histoire c'est, oui, 1920, les familles aisées accouchaient à la maison, toutes. Donc c'était assez classique, avec tous les risques que cela pouvait Moi, je suis né à la maison. conforter. Moi aussi. Toi aussi. Moi aussi. Toujours. En 1949, je suis né à la maison, accouché par mon père d'ailleurs, qui était médecin. Et donc, c'est le début de cette histoire, c'est cela. C'est un drame qui s'est passé dans la famille aussi? Ce n'est pas un drame qui s'est passé dans la famille, mais qui s'est passé assez souvent. Oui. Donc, cette femme, dont le mari, Jean de Sterpini, est d'ailleurs passionnément amoureux, ils se connaissent depuis un peu plus de 2 ans, elle va mourir en couche d'une hémorragie, ce qui n'était pas rare à l'époque, et les médecins étaient très très démunis lorsque ça se produisait, et elle va donner naissance à cet enfant, Héloïse, qui naît avec un pied-bot. Donc il y a, si je puis dire, un double malheur pour ce père de famille, Jean de Sterpini, qui va rendre cet enfant responsable de la mort de son épouse, et donc il va abandonner cet enfant, en acceptant que ce soit une des fermières présentes qui assistait à l'accouchement. Je ne dis pas une infirmière, je dis une fermière. Une mère nourricière. Voilà, qui était là, et qui va s'emparer de l'enfant, voyant bien que cet aristocrate, parce que c'est un homme en plus extraordinairement fortuné, s'en désintéresse. Et il va pousser, comment vais-je dire, la lâcheté quelque part, jusqu'à certes payer une pension confortable, mais il ira toujours glisser l'enveloppe le soir, en dessous de la porte, parce qu'il n'a pas envie de rencontrer l'enfant. Donc ça c'est le début du roman. Et cet enfant
qui est très doué, va apprivoiser son père. Et donc ça va être... Je pense qu'elle va être, je veux dire, un peu formée par la fermière aussi, oui, qui va un petit peu inculquer voilà, indirectement oui, cette façon d'agir. Et cette femme de la terre... va oser aller trouver le maître. Oui, ira trouver l'aristocrate Oui. un an après la naissance, avec la petite dans les bras, en disant, écoutez, voilà, maintenant, vous voulez l'abandonner, abandonnez-la vraiment. Voilà, je vous la rends. Mettez-la dans un orphelinat, mettez-la chez les sœurs. Elle est complètement désemparée. Il ne peut pas se résoudre à cela. Et il dit, mais non, je la verrai, je la verrai. Et cette fermière a un culot, une audace et en même temps une forme de, comment dirais-je, d'amour, en disant, mais je viendrai vous la présenter chaque semaine. C'était l'électrochoc qu'il fallait. Et donc, petit à petit, cet homme va ressentir la tendresse que cet enfant lui procure, parce que la tendresse va d'abord venir de cet enfant qui un jour va se précipiter dans les bras de son père, je dis, j'emploie l'image, elle court vers lui comme un faon au sabot blessé, voilà. Et donc elle se précipite dans ses bras, et là il y a un véritable électrochoc. Et il va commencer vraiment à s'occuper sérieusement de cet enfant. Alors c'est comme dans toute grande famille, Vincent Edgueul avait déjà dans un de ses romans, Retour à Monte Chiaro, démarré avec Raphaël et Laetitia, où dans ce monde-là, évidemment, on va organiser bal pour qu'il y ait des rencontres. Oui. Alors, voilà. Le père va un petit peu... Alors, le problème, c'est une belle femme, sinon que ce pied lui donne un aspect tout de même disgracieux. Et donc le père va imaginer tout un scénario pour pouvoir marier sa fille, mais dans son milieu. Et donc il y a effectivement un très grand bal après une chasse à courre, puisqu'à l'époque c'était un sport, à ce moment-là on est à la fin de l'année de la Deuxième Guerre, et donc il y a ce bal, et rien ne se passe comme prévu. En fait c'est un échec. Le père va en être abominablement meurtri, et donc blessé dans son orgueil. Et d'un autre côté, sa fille va tomber folle amoureuse d'un marchand de bestiaux. Il faut dire que c'est une fille qui aime côtoyer le peuple. Oui, elle aime côtoyer le peuple. Elle va, comme ça se passe dans les marchés, sur les foires au bétail, voilà, bon. Et elle tombe folle amoureuse d'un marchand de bestiaux qui est quelqu'un d'extraordinairement présent, qui a une belle prestance, qui est un bel homme, qui ne se prive d'ailleurs pas de son pouvoir de séduction auprès des femmes. Et donc c'est un amour avec une puissance physique vraiment très très forte. Et ça va être pour elle le début du drame. Elle va épouser cet homme et elle ne comprendra pas en fait ce qui se passe. Parce que, comme je le dis, elle va vivre d'une manière dramatique ce mariage. Le lecteur est dans la confidence, lui sait ce qui s'est tramé, et elle, jusqu'à la fin du roman, n'en saura jamais rien. Donc, je ne vais pas aller plus loin dans l'intrigue. Donc, c'est le développement de l'histoire de cette femme, qui va se prolonger au travers de son fils, d'ailleurs, Bertrand Traverneux, et tous les protagonistes, le père, le mari, le fils, l'épouse du fils, dont le fils est aussi fantastiquement amoureux. Toute cette histoire va se dérouler au travers de la Belgique. Des épisodes se déroulent à Louvain, à la fin des années 60, début des années 70, au moment du Warren Boyton, quand les étudiants francophones sont chassés de l'université de Louvain. Des moments très importants vont se dérouler ici à Bruxelles, à Molenbeek notamment. Et puis, comme c'est une saga qui se déploie
dans l'espace également, des scènes, des parties importantes du roman se déroulent en Suisse, le long du lac Léman, en France aussi, dans le Lot, ou dans la région de Saint-Rémy-de-Provence, et puis également dans un pays lointain. Donc il y a toute une histoire, avec toute une série de soubresauts, de rebondissements, et un fil conducteur qui est Héloïse de Sterpigny et son fils, Bertrand Taverneux, du nom de son père. Mais je dis, dans toute la torsade du récit, évidemment, il y a toujours la présence du vieux, du grand-père qui est là. Oui. Il y a toujours cet homme, et c'est vrai que je fais un bond en arrière, je reviens en arrière, c'est vrai que là, on est vraiment dans une caste qui a, je vais dire, c'est son art de vivre, sa façon d'être, qui est très caractéristique, et qui ne joue pas un petit peu à faire n'importe quoi. Or, là, justement, il y a peut-être des dérapages qui vont se présenter. C'est ça. Mais c'est la gestion de tout ça qui va être très... C'est ça. Et donc, en fait, ce personnage, qui est un personnage très très fort dans le roman, qui s'appelle Jean de Sterpigny, donc le patriarche, va disparaître lors d'une de ses promenades. Il se noie dans un étang. On sait que, on pense que c'est accidentel, hein, donc il y a une enquête, donc on va conclure à un accident. Ce n'est pas un accident. Mais heureusement, il a sa fille qui a de la trempe. Il a sa fille qui a de la trempe, qui va hériter, donc, compte fait du domaine. Oui, son petit-fils aussi va bénéficier, parce qu'il a fait un testament, d'une fortune considérable qui lui permettra aussi de développer toute une série d'activités. Mais donc, il y a des rebondissements, donc, voilà, qui, je l'ai dit, se passent au travers... Du vécu aussi là-dedans? Tu as des familles qui ont vécu ce genre de choses? Je dirais que, un peu à l'instar du cahier orange, je dirais que si tout est imaginé, quelque part rien n'est inventé. Voilà. Disons que ça provient de mon expérience de vie. J'ai tout de même été avocat pendant 25 ans. Je pense que j'ai pu observer toute la palette des sentiments humains. Depuis ce dans les indivisions familiales et tout ça. Oui, et dans les rapports entre parents et enfants, dans les rapports conjugaux aussi, où j'ai vu des choses, je pense que j'ai dû à peu près tout voir. Hein. Donc j'ai défendu des gens extraordinaires, j'ai côtoyé pas mal de crapules aussi, et donc j'attache beaucoup d'importance à la description des personnages. Oui, à la description des personnages, et je pense ne pas me tromper, et tu me démentiras si j'exagère de ce point de vue, aucun de mes personnages, à l'exception peut-être de 2 femmes, non, à l'exception des 4 femmes qui ont un rôle important dans mon livre, mais aucun de mes personnages n'est caricatural. C'est-à-dire que même chez le pire des salauds, et il y en a dans ce livre, il y a une petite lueur qui permet l'espérance. Voilà. Donc, et ça, j'ai vu ça dans ma vie. Oui, j'ai côtoyé des assassins, et j'ai été, au risque peut-être de choquer, touché quelquefois par la part d'humanité qui était encore vivante. Et c'est le cas dans mon livre, puisque le salaud parmi les salauds ne va pas jusqu'au bout total de l'ignominie. Donc il s'arrête quand même à un moment donné. Mais on a parlé tantôt, dans une autre conversation, de la construction du récit. Oui. Tu savais déjà où tu allais aboutir, ou bien tu es venu et les personnages sont venus se greffer? Comment ça s'est passé? Donc, tu démarres à une certaine époque, d'accord, le pied beau parce qu'il y avait cette dame que tu avais rencontrée, mais le cheminement. Alors, je sais à peu près où je veux arriver. J'ai une idée assez aboutie
de la manière dont l'intrigue peut se dérouler. Des endroits aussi, ou de quelques endroits, pas de tous. Mais mon écriture est très évolutive. Par exemple, il y a de ce livre, il y a 5 ou 6 versions différentes, sûrement, avec des personnages qui ont disparu. Donc ça te fait penser un peu à ce qu'on dans une autre conversation qu'on a eue tantôt avec Giuseppe. Là aussi, à un moment donné, l'éditeur lui dit, mais tu as 3-4 personnages là. Ils n'en ont fait qu'un personnage. Oui. Il y avait peut-être un peu trop. Tandis qu'en recentrant les choses, et là tu as vécu aussi ce genre de choses où il faut un petit peu élaguer. Quoi. Oui, j'ai réduit parfois à la portion infime l'un ou l'autre personnage, alors que dans une version antérieure, ils avaient un rôle beaucoup plus important. Et l'inverse peut arriver. L'inverse peut arriver, bien sûr. Tu peux attraper un personnage, si on regroupe d'autres personnages qui attrapent alors de l'importance. Là, tu peux partir sur autre chose qui n'était pas prévu. Oui, ce fut le cas dans l'écriture de ce roman, comme la psychologie de certains personnages a été affinée. Voilà. Mais tu as un plaisir à ça. J'ai un plaisir à ça. J'essaie aussi, puisqu'il y a des lecteurs, des relecteurs, aussi, quand un éditeur fait bien son travail, donc, puis j'ai moi-même des lecteurs dans ma famille, je les remercie d'ailleurs toujours à la fin du livre, qui peuvent être sans concession, et je pense qu'il faut avoir, parce que finalement je suis un néophyte, il faut l'humilité d'accepter d'écouter. Voilà, il faut avoir l'humilité d'accepter que l'on te dise, voilà, quand même, c'est peut-être pas l'idéal, il peut y avoir un relâchement à un moment donné dans le style, et donc je me force alors à réécrire, et quand je l'ai là sur mon bureau, chez moi, les fardes contenant mes épreuves, c'est important quand même, mais donc c'est travailler, retravailler, et d'ailleurs pour aller jusqu'au bout de la confidence, à cet égard, j'avais envoyé une première version à mon éditeur, et le lendemain, je lui ai téléphoné, et je dis, tu mets à la poubelle. Je me suis relu pendant la nuit, je ne suis pas satisfait. Il y a des choses que j'ai exprimées d'une manière qui est trop fougueuse, peut-être. Voilà, et donc c'est pour ça que c'est un travail. Ça devait être travaillé. Ça devait être travaillé, voilà. Ouais. Oui, d'accord. Mais justement, quand l'éditeur te découvre, quand ton premier éditeur, on va le citer, Christian Liebens. Oui, c'est le chef le directeur de la collection Les Plumes du Coq. Oui. Alors, quelle est sa première réaction? Tu parles du premier livre? Oui, la première fois qu'il me voit, il me dit, wow, moi j'aime pas les États-Unis, donc le début, je dis, oui, mais c'est un roman quand même. D'accord, ça c'est le premier, d'accord. Le livre, voilà. Donc ça commençait bien. Et puis... mais tu le connaissais pourtant déjà? Non, je ne le connaissais pas. Ah, tu ne connaissais pas? Je le connaissais de nom. De nom, d'accord. Mais, parce que lui-même était écrivain, mais je ne l'avais jamais rencontré. Ah, d'accord. Et on s'est rencontrés dans les bureaux d'Oerich, ici, à l'avenue Louise. Et nous avons parlé pendant 4 heures. J'ai l'impression que cette conversation n'a duré que 1 minute, tellement elle a été intense. Presque la relativité d'Einstein. Tout à fait. Donc, vous dites, c'est un personnage très intéressant, avec une érudition extraordinaire. Oui, il m'a dit, bon, en plus, comme je venais d'écrire une lettre, une pièce de théâtre, bon, l'introduction d'un dialogue, dans une pièce de théâtre, il n'y a pas d'introduction de dialogue personnel. Dans un roman, il en faut. Et donc là, il m'a donné quelques conseils précieux, et puis il m'a fait amputer le livre, il m'a dit, écoute, c'est trop, il y a trop. Et donc je me suis efforcé à une synthèse beaucoup plus ramassée, et j'ai supprimé une 50aine de pages. On parle toujours du premier. On parle du premier, du cahier orange. Donc voilà, une 50aine de pages. Donc tu étais déjà un petit peu aguerri à ce moment-là. Donc j'étais aguerri, oui, de ce point de vue. Pour écrire le deuxième, ça a été plus facile. Encore que, écrire une saga, c'est loin d'être aussi évident qu'on pourrait le penser, parce que comme l'histoire s'étire sur un siècle,
tu ne peux pas entrer dans une série de détails que tu pourrais évoquer dans un récit qui est construit en 2 ou 3 personnages sur une époque d'1 mois ou 2 mois. Voilà. Donc c'est un tout autre travail, me semble-t-il. Et il faut veiller aussi à tenir le lecteur en haleine. Donc, pas de manière superficielle. Il faut donc qu'il y ait une trame qui ait du sens au travers des années, des dizaines d'années, mais en même temps, il faut qu'il y ait des rebondissements dignes d'une intrigue. Tu as du matin, de l'après-midi pour l'écriture, ou bien ça n'a pas d'importance? Assez curieusement, je pense que j'écris plus facilement entre 5 et 7 heures du soir. Voilà. Donc, mais, par exemple, je suis en train d'écrire le 3e roman, et hier, dimanche, je me suis mis à ma table vers 10 heures du matin, et j'ai tracé en 2 heures tout le scénario, si je puis m'exprimer ainsi, tout le défilement de l'intrigue que je me propose C'est venu comme ça? Oui, et c'est venu comme ça, mais non, mais ça avait mijoté, oui, j'avais. Mais ça n'avait pas encore été couché sur papier. Ça n'avait pas été couché à ce point-là. C'est-à-dire que il y a des moments de l'intrigue qui étaient encore très flous, et je ne sais pas pourquoi. Je me suis installé et j'ai écrit 7 feuilles dactylographie. Il peut y avoir une information qui vient de passer, qui stimule une idée ou quelque chose que tu avais en tête comment ça se fait qu'à un moment donné, tu commences? C'est assez inexplicable. Je pense que, si tu veux, ça mûrit dans la tête. Et je sens ça, c'est assez curieux à exprimer. Il y a une forme de tension interne. Ça peut durer des semaines où je ne vais pas dire que ça me rend nerveux, c'est pas ça, mais ça me procure une espèce de stress intérieur, un stress d'insatisfaction. C'est amusant, c'est ce qu'on disait tantôt avec Anne-Michel Hamès, Oui. C'est qu'elle ne fait pas de plan initial, mais tout est en elle. Oui, c'est ça. Comme tu dis, il y a quelque chose qui est en train de maturer, voilà, mais qui est en train de travailler, et puis, comme toi, elle se met à table, pouf, elle lâche. C'est ça. Mais seulement, ça a tellement travaillé en elle qu'à un moment donné, elle doit se mettre à la table aussi. Mais là, elle démarre dans l'écriture. Oui. Mais donc là, ici, donc, tu démarres avec une nouvelle idée, tu dis tiens, ceci, cela, puis à un moment donné, poum, sous la table, tu mets ton jet. Je mets. Ce n'est pas encore. Non, ce n'est pas de l'écriture, c'est. Une ligne d'horizon, quoi. Oui, et c'est en style télégraphique. Voilà. Et là, tu vas te dire. Et parfois un mot, une flèche, rien. En sachant tout de même que ce livre que je suis en train d'écrire, qui est en fait la suite du Cahier Orange, le premier roman, parce que beaucoup de lecteurs me l'ont demandé. Il ne faut pas tomber dans le piège d'ailleurs de le faire pour le plaisir de le faire, mais j'avais déjà une idée, et assez curieusement, j'avais écrit 2 ou 3 chapitres, et mon premier chapitre, ça se déroulait en Ukraine. Donc, bien avant les événements qu'on connaît aujourd'hui. Et donc voilà, donc c'est un livre qui me demande aussi une certaine documentation, un peu comme le Cahier Orange, ce qui est moins le cas d'ailleurs que pour la dérive des sentiments, où il y a quelques précisions d'ordre juridique qui sont nécessaires, mais qui sont très faciles à comprendre pour l'auteur. Moi-même, dans le Cahier Orange, j'ai dû beaucoup me renseigner sur la résistance, etc. Ici, il me faudra aussi un peu plus de documentation sur certains aspects du livre, mais toujours, c'est une toile de fond. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est la psychologie des personnages, la manière dont ils réagissent, la manière dont des sentiments peuvent être à un moment donné exacerbés, la vengeance, l'amour, la fraternité, la haine. Comment est-ce que tout ça naît à un moment donné? Donc c'est ça qui m'intéresse dans la trame romanesque, parce que là on peut aller au bout des choses et de manière très claire. Ce que j'ai vécu dans ma vie d'avocat ou de gouverneur
de province me sert énormément pour aborder ce genre de thème. C'est justement comment naît le titre alors. Parce que le titre, il est venu en cours de route. Il n'est pas venu au départ, le titre. Non, le titre... j'avais un premier titre, pour le dire très clairement, c'était Le bûcher des sentiments. Et, Ça, c'était beau aussi, ça. oui, mais quelques personnes m'en ont dissuadé en disant ouais, quand même un peu dur. Et pourquoi est-ce que c'était le bûcher ou la dérive des sentiments? Parce que on voit la manière dont les sentiments de mon héroïne, d'Héloïse de Sterpigny, vont se consumer, vont dériver à la suite des circonstances de la vie et des rapports qu'elle va avoir avec quelques protagonistes du roman. Et donc, ces sentiments dérivent, et elle l'exprime à un moment donné dans une scène dont je ne vais pas parler, qui est une scène très très importante dans le livre, où elle explique elle-même comment elle est passée de tel type de sentiment à tel autre, et comment le pire des sentiments que tu puisses avoir à un moment donné, c'est le sentiment de l'indifférence. Ça, je trouve que c'est pire que la haine. Tout à fait. Tout Hein? à fait. Donc, tu peux haïr quelqu'un. Le stade ultime, c'est l'indifférence. L'indifférence qui peut être méprisante. Absolument. Tu n'en vaux pas la peine. Quoi, hein? Voilà. Donc c'est de là qu'est venu ce titre. Et une fois encore, la belle couverture, d'où vient cette belle image? Alors j'aime beaucoup la couverture du livre. Je trouve que Weyrich a un sens de l'esthétisme ou de l'esthétique qui est très fort. Et on voit sur la couverture cette voiture. Or, il y a une voiture dans le livre, une MG rouge décapotable. Qui était typique de l'époque. Qui était typique de l'époque, voilà. Et qui caractérise bien, à un moment donné, le jet set de l'époque. Oui, le personnage. Des personnages qui est un personnage qui vit sa vie de manière très délurée, très libre, voire libertaire. Hein. Et donc, il a trouvé cette image que je trouvais tout à fait adaptée. Alors, le livre sort, les premiers libraires le reçoivent. Oui. Et tu vas à la rencontre de tes premiers lecteurs, qui ont parfois déjà lu. Oui. Qu'est-ce qu'il raconte, le lecteur à l'auteur? Alors, d'abord et heureusement, et encore que je lise moi-même, ça se passe bien. Je voudrais relever, si tu le permets, une toute petite anecdote, parce que la rencontre de lecteurs ou des libraires peut avoir des côtés extraordinairement émouvants. Si tu les rencontres. Si tu les rencontres, il faut les rencontrer, il faut les parler. Voilà. Et donc il se fait que j'étais dans une séance de dédicace, là où j'ai vécu longtemps, à Vielsalm, chez une petite libraire que je connais depuis très longtemps. Et il se fait que je me suis inspiré, pour un personnage tout à fait secondaire dans mon livre, de la vie de son papa, qui a été cuisinier sur les bateaux qui faisaient la liaison entre Anvers et Matadi. Donc il a été cuisinier sur les paquebots de luxe. Voilà. Et j'en ai fait un des personnages, encore une fois, qui n'est pas essentiel dans le roman, mais je voulais mettre un peu d'exotisme, voilà, je l'avais trouvé. Je lui avais dit, écoute, je me suis inspiré de la vie de ton père pour ça. Et quand la séance de dédicace s'est terminée, elle est venue vers moi. Ah, j'aurais dû te la porter, je l'ai oublié. Avec la carte des vins qui était donnée aux passagers de ces bateaux. Et donc, c'est assez extraordinaire. Je dis, mais enfin, ça peut être une très belle carte des vins. Hein. Bon, couverture en cuir. Hein. Et je dis, mais ça peut rester dans ta famille, ça va l'intéresser. Elle m'a dit, non, ça n'intéresse pas mes enfants, et je te la donne. Oh, et donc, j'ai entre les mains la carte des vins du bateau dont je parle dans mon livre. Totalement inattendu. Ça, c'est une belle rencontre. Je dirais, rien que pour ça, tu as envie d'écrire quelque part. Voilà. Et donc, ce genre de rencontre, oui, je suis vraiment content parce que
Voilà, je pense que les gens ont bien accueilli, mes lecteurs ont bien accueilli le livre jusqu'à présent. Et oui, ça se passe bien. Mais la rencontre avec les lecteurs est vraiment peut-être un grand moment. Avec la presse, comment ça se passe pour le moment? Parce qu'ils sont un peu échaudés. Hein. Oui, alors, j'ai eu de la chance parce que bon, il y a la presse, régionale, hein, la télévision de proximité de la province de Luxembourg, mais ce qui n'avait pas été le cas pour mon premier roman, j'ai eu une recension dans toutes les éditions de la chaîne Vers l'avenir, hein, donc, qui couvre toute la Wallonie, avec une recension élogieuse. Et pas plus tard que samedi, dans le lifestyle Max de la chaîne Sud Info, hein, donc la chaîne un peu le pendant de celle que je viens d'évoquer, qui couvre aussi tout le pays, qui est fort lu d'ailleurs ici à Bruxelles, hein, c'est le journal de la capitale, etc. J'ai aussi eu une recension plus qu'intéressante, voilà, et élogieuse pour dire les choses sans fausse modestie, dans ce magazine Max donc, où ils ont consacré 2 ou 3 pages aux livres à lire absolument pendant l'été. Il y a 2 romans qui figurent dans cette édition. La dérive des sentiments, qui côtoie le dernier ouvrage de Douglas Kennedy. Il y a pire quand même, comme compagnie. Et donc ça me réconforte. Et je me dis, bon, c'est que c'est quand même pas trop mal, quoi. Voilà. Je dois dire, bon, moi j'ai eu énormément de plaisir à le lire. Ouais. J'ai eu énormément de plaisir, je veux dire, même déjà à l'offrir à quelques amis. Ouais. Je pense que tu auras encore énormément de plaisir lors des prochaines semaines et des prochains mois, justement à la rencontre de ces libraires surtout, oui, qui sont, je veux dire, là, prêts à te recevoir avec leur lecteur, leur propre lecteur, et à partager évidemment de bons moments et de bons souvenirs que tu vas peut-être encore nous dévoiler par après dans d'autres interviews. Il y a des rencontres comme celles que je fais avec toi, qui sont des rencontres très très importantes, parce que vous êtes des passeurs pour les écrivains. C'est très important, tu sais ça, de rencontrer des gens qui croient un peu en toi et qui acceptent de faire ce travail, qui plus est de manière bénévole, si je puis dire. Hein, pas si je puis dire, c'est la réalité. C'est vraiment très très important. Et j'observe, ça c'est peut-être la force des réseaux sociaux dont on dit pique-pente, ça peut être parfois effectivement le pire, mais ça peut aussi être le meilleur. J'observe que de plus en plus de, comment vais-je les qualifier, d'influenceurs ou d'influenceuses mettent leur passion de la littérature au service du public. Alors, ce sont toute une série de ruisseaux, de petits ruisseaux qui finissent par faire des fleuves. Hein. Eh bien voilà, tu as réchauffé la place qu'occupera demain Mireille Calmel, des éditions XO, qui viendra présenter son nouveau roman. Eh bien voilà, c'est formidable. Elle est bien précédée et tu seras bien suivi. Merci, Bernard, merci beaucoup pour ces quelques bons moments qu'on a partagés ensemble. Merci bien.